Bonjour, je fais cette vidéo comme pré-enregistrement d'un talk que je vais donner jeudi prochain et qui donc est sur le thème du Evil JavaScript. Le but c'est de faire un tour d'horizon de tous les vecteurs d'attaque possibles via du code JavaScript et de voir qu'est-ce qu'on est en mesure de faire comme code malicieux. Donc avant de commencer, quelques petits disclaimers. Euh, c'est la première fois que je donne un talk qui est vraiment orienté sécurité. C'est pas mon domaine d'expertise, hein, je prétends pas être un expert dans le domaine, mais j'ai été amené à découvrir quelques petites choses, ce pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Comme c'est un sujet sérieux, la sécurité, je vais beaucoup utiliser des gifs animés. C'est ma manière à moi de dédramatiser un petit peu la situation. Donc voilà, essayer de ne pas m'en tenir trop rigueur. Je suis un petit peu hacker, un petit peu bricoleur, mais je suis pas un méchant hacker. Je peux le prouver, hein, j'ai un chapeau blanc sur ma photo de profil que j'ai depuis 15 ans. Donc voilà, c'est une preuve irréfutable. Euh, Surtout, de par voilà, mes petites expériences, j'étais amené à découvrir une chose ou deux, mais je ne suis pas allé très loin. J'ai jamais fait d'attaque, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement une attaque précise. J'ai eu vent de détails d'attaques passées, mais aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans le détail de ces attaques-là, soit simplement parce que je ne les connais pas, ou soit simplement parce que le fait de vous donner ces détails n'a aucun apport pédagogique, si ce n'est encore faire plus de dégâts collatéraux parce qu'ils pourraient être mal réutilisés. Donc voilà, ça va être assez superficiel, mais ça devrait vous apprendre et vous sensibiliser un petit peu au sujet. Dernière chose, c'est pas un coup de gueule contre JavaScript, même si j'intitule ce talk Evil JavaScript. Au contraire, moi j'aime beaucoup JavaScript, c'est le langage que je pratique depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce langage, mais le but de ce talk aujourd'hui, c'est pas de vous en dégoûter, au contraire. Je disais justement que j'aime bien JavaScript. Je prends cette analogie, moi j'aime beaucoup JavaScript un peu comme j'aime les montagnes russes. C'est-à-dire que il y a des hauts, il y a des bas, ça peut aller très très vite, c'est pas toujours très confortable, il y a beaucoup de boss, mais on peut aller très loin dans plein de directions et on peut aussi beaucoup s'amuser avec. Et si j'utilise aussi cette métaphore, c'est pour prendre un peu les métaphores du train et du wagon de train, c'est-à-dire que JavaScript aujourd'hui il est présent partout et il est là pour durer au moins quelques années. Donc malheureusement que vous soyez un Bob ou un Patrick sur l'image, malheureusement vous êtes dans le même wagon et vous ne pourrez pas en sortir avant au moins plusieurs années, voire plusieurs décennies dans le cas de JavaScript. Donc ce que je veux dire par là, c'est que peu importe quelle est votre opinion sur JavaScript actuellement, elle ne sera pas d'une grande utilité pour ce talk-ci parce que vous devez gérer du JavaScript au quotidien. Ce qu'on va plutôt chercher comme réaction dans ce talk, c'est celle que vous voyez à l'écran. C'est trois types de réactions notamment. D'une part la conscience du danger, d'autre part la gestion des risques à court et moyen terme, et dernièrement les regrets, parce que quand on est développeur JavaScript, on va être amené à avoir des regrets sur, voilà, sur des choix techniques qu'on a pu faire. Et on va essayer un peu d'apprendre les erreurs du passé pour ne pas les reproduire par la suite. Donc voilà, retenez ces codes couleurs, hein, rouge, orange, jaune. Je vais les réutiliser tout au long du talk. Alors, qu'est-ce qui rend JavaScript une technologie dangereuse, un langage dangereux? Plusieurs choses en fait. Le premier truc auquel vous pouvez penser, c'est ce qu'on appelle l'évaluation dynamique de code, et notamment la fonction eval. Il y a un petit slogan qui tourne dans la communauté JavaScript comme quoi eval is evil, donc la fonction eval serait dangereuse. Et effectivement, au premier abord, on peut vite se rendre compte d'un problème. Par exemple, si je prends cet exemple-ci de code, qui va simplement demander à l'utilisateur de rentrer son nom, et on affiche un message d'alerte avec hello ou son nom. Donc ici, eval ne sert pas à grand chose, hein, on pourrait composer la string différemment, mais c'est juste pour vous montrer un exemple d'utilisation très simple de eval. Le problème qu'on a avec ça, alors le code pourra fonctionner jusqu'à ce que l'utilisateur décide d'entrer lui-même du code JavaScript dans la boîte d'alerte, comme ceci. Et là tout de suite on a un petit problème, parce que comme on évalue le code sous forme de string dynamiquement, on le traduit, on le compile, on l'exécute comme du code JavaScript,
ça laisse la possibilité à n'importe qui d'insérer son code de la manière dont il souhaite. Ici par exemple, on pourra fermer l'alerte et aller télécharger un script malveillant. Bon, ça c'est un exemple très bateau, hein, mais c'est pour un peu vous expliquer voilà, comment ça marche grosso modo une XSS, une faille XSS, c'est-à-dire une faille d'injection de script avec un cas le plus simple possible. En réalité, cette fonction d'évaluation dynamique là, elle sera utilisée mais de manière beaucoup plus cachée, j'ai envie de dire, dans votre application et pour du code qui vous pensez être tout à fait anodin. Mais ça peut arriver que le hacker en question puisse injecter comme ça des scripts au moyen de variables cachées de formulaire par exemple, ou en manipulant son document, ou encore via les paramètres d'URL. Euh, la première chose qu'on peut se dire, bah, c'est simple, c'est j'ai juste à éliminer ma fonction eval de tout mon code. Oui, mais c'est pas si simple, parce qu'il y a beaucoup de moyens d'injecter du code et d'évaluer dynamiquement du code JavaScript. Là, je vous en ai cité quelques exemples. Donc, il y a la fonction setTimeout et setInterval qui prennent comme paramètre du coup du code qui peut être sous forme de string. Il y a également le constructeur function du coup qui permet de créer une fonction à la volée en lui passant le code que contient cette fonction. On peut aussi injecter dynamiquement un tag script avec une quelconque méthode de manipulation du DOM, c'est très simple, ou encore passer par une data URI. Donc les data URI, c'est des URL qui peuvent prendre la forme, qui commencent du coup par le protocole data et qui contiennent les données d'un fichier qui sera exécuté en tant que tel par le navigateur. Donc par exemple un script, ça fonctionne très bien. Ou encore il y a tout ce qui est attribut d'événements en HTML, tout ce qui est callback, onClick, onMouseOver, etc. qui eux du coup prennent en paramètre dans le code HTML une string qui est du code JavaScript et qui est évaluée en tant que telle. Donc il y en a beaucoup d'autres. Je vous recommande le site html5sec.org qui les liste presque toutes. Et c'est super intéressant de voir à quel point les moyens d'évaluation dynamique de code en JavaScript sont très nombreux. Donc comme on a commencé à recenser tous les moyens d'évaluer dynamiquement comme ça du code JavaScript, il y a des gens qui ont eu l'idée de faire des outils qui scannent toute votre base de code et qui essaient de prévenir ces injections-là. On a appelé ce genre d'outils des filtres XSS ou des protections anti-XSS. Alors moi ce que je vous dis aujourd'hui c'est de ne pas les utiliser, simplement parce que ces filtres XSS sont des vrais passoires. Ils ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le prétendent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il va vous donner une illusion de sécurité alors qu'on peut très facilement passer à travers. J'ai mis ici ils existaient uniquement pour être bypass par un certain Gareth Hayes. Gareth Hayes, qui c'est ce monsieur. C'est un Anglais, si je ne me trompe pas, et il a fait sa spécialité, le cassage de filtres XSS. On peut un peu le deviner via son profil Twitter, mais voilà, c'est ce qu'il fait. Ici, on peut le voir en train de travailler hein, sur le cassage d'un filtre XSS. Euh, pour vous montrer un petit peu de ce dont quoi il est capable, une petite histoire avec AngularJS, premier du nom du coup. AngularJS à l'époque voulait laisser la possibilité aux développeurs d'injecter du HTML personnalisé, qui peut être utile dans des tas de composants. Seulement, ils ne voulaient pas qu'on puisse injecter des scripts avec ce HTML. Et donc ils ont eu l'idée de faire une protection anti-XSS intégrée au framework AngularJS pour essayer de prévenir tous les moyens d'injection possibles de scripts malveillants. Le problème, c'est que ça a été vite cassé, ce filtre XSS. Laissez-moi vous retrouver du coup la liste des bypasses, et voici. Donc ça a commencé, je vais un peu agrandir, ça a commencé avec la première version par un certain Mario Heiderich, qui est assez connu dans le milieu également, et qui est aussi un bon ami de Gareth Hayes, que voici ici, qui a commencé du coup à bypass la protection de la version 1.0.1 à 1.1.5 de AngularJS. Puis ensuite Angular essayait à chercher à corriger du coup son filtre XSS pour l'améliorer. Et de version en version, à chaque fois qu'une nouvelle version de la protection anti-XSS était publiée via une nouvelle version d'AngularJS, il y en avait toujours un pour venir casser derrière la protection. Et ça a joué comme ça un peu au chat et la souris pendant très longtemps, hein. Vous voyez ici toutes les versions. Donc vous voyez que Gareth Hayes sort à de nombreuses reprises, hein. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est quand même, il s'est fait connaître comme ça.
Donc ça a été un petit peu la blague récurrente jusqu'à ce qu'il décide à prendre la meilleure décision possible, c'est que depuis la version 1.6, Angular a simplement retiré son filtre anti-XSS. Il a perdu la bataille. Donc voilà, ça vous montre un peu l'effet d'œuvre de ce monsieur, hein, qui est assez reconnu dans le milieu aujourd'hui. Les filtres XSS, je n'avais pas que dans les frameworks JavaScript, j'en avais carrément dans les navigateurs eux-mêmes, hein, pour repérer les sites potentiellement dangereux. Et malheureusement, GuardTS les a cassés aussi. Donc celui de Edge a été retiré par Microsoft, c'était du coup en juillet 2018. Et donc c'est l'extrait du blog post comme quoi il confirme que Microsoft retire le filtre XSS après que GuardTS notamment ait signalé tous les problèmes qu'il y avait avec. Euh, et Google a enchaîné lui aussi en retirant, enfin en tout cas en dépréciant son filtre que nommé XSS Auditor for Chrome, qui lui était actif depuis la version 4 de Chrome en 2010. Version 4 de Chrome, ça date, hein, le temps où il n'y avait qu'un seul numéro pour les versions de Chrome. Donc voilà, tout ça pour dire que les filtres XSS, c'est pas très bon. En fait, ils sont tellement faibles, ces filtres XSS, que même sans le faire exprès, on peut arriver à passer au travers. Et en fait, c'est ce qui m'est personnellement arrivé par un petit projet JavaScript que je faisais un petit peu pour m'amuser, qui s'appelle Xcars. Et l'idée de Xcars, en fait, je me posais la question avec combien de caractères en JavaScript, combien de caractères différents on peut exécuter n'importe quel code JavaScript. Euh, donc il y a tout un projet là-dessus que j'ai développé pour arriver à la réponse qui est actuellement 6 caractères. L'idée de ce projet-là, c'était d'écrire un compilateur, c'est-à-dire que vous entrez un code JavaScript, vous appuyez sur le bouton pour compiler. Voilà, ici vous avez un code JavaScript, vous appuyez sur le bouton et ça le compile en cette horreur que vous voyez là en dessous. Donc 55 000 caractères, hein, c'est un gros morceau. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce code-là, il n'y a que 6 caractères différents, qui sont les crochets, les parenthèses, le point d'exclamation et le plus. Et surtout, ben, tout ça, c'est du code JavaScript valide. Oui, oui, c'est bien du code JavaScript valide. Si vous voulez toute l'explication pour savoir comment on est arrivé à ça, j'ai donné également une présentation sur Xcars.js que vous pouvez retrouver sur slides.com. Je pense que si vous tapez Xcars.js sur Google, vous allez trouver facilement de quoi il s'agit. Et donc voilà, ça fonctionne bien, hein, je peux l'exécuter, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Donc j'étais pas tout seul à avoir trouvé ça, hein, on est plusieurs autres à avoir trouvé à l'époque des patterns similaires, on est plusieurs à se poser cette question-là, visiblement. Et il y a notamment Martin Kleppe, qui est un Allemand qui fait des choses assez incroyables en obfuscation JavaScript, qui avait trouvé à l'époque, qui avait publié également ses résultats, qu'il avait appelé ça jsfuck.com. Donc voilà, un nom un petit peu plus olé olé que le mien, mais ma foi, pourquoi pas, hein, ça a bien marché pour lui pour se faire connaître. Euh, alors ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que quand j'ai publié mes résultats via une autre présentation, du coup, j'ai montré mon compilateur. Ça a fait un petit peu de buzz modérément. Et un mois après, j'ai reçu des notifications Twitter un peu rigolotes avec beaucoup de japonais qui me sollicitaient, je comprenais pas trop. Et j'ai découvert en fait par la suite que j'avais été cité à une conférence sur la sécurité à Shibuya, du coup dans un quartier de Tokyo, parce que mon compilateur en 6 caractères arrivait du coup à bypass les filtres XSS. Il ne reconnaissait plus des méthodes d'injection de script qui étaient pourtant connues. Donc ça c'était assez problématique parce que moi je leur avais donné un compilateur, ce qui fait que n'importe qui pouvait compiler son code malveillant via mon compilateur et hop il passait à travers du filtre XSS. Donc voilà, c'est une petite bourde, une petite gaffe. Donc depuis forcément ils ont bien pris le temps de corriger leurs filtres, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous montrer à quel point les filtres XSS sont finalement assez sensibles et assez fragiles, voire complètement inefficaces, hein, parce que même sans le vouloir, on arrive à passer au travers. Alors, il y a une petite news par rapport à ce sujet-là, c'est que le Martin Kleppe dont je vous ai parlé m'a recontacté au début du mois, donc début août, et il m'a dit tiens, j'ai peut-être une solution pour aller plus bas que 6 caractères, j'ai une solution pour 5 caractères, et qui se base sur une pseudo-faille dans la librairie jQuery UI. Donc moi je lui ai dit d'accord, c'est très bien, mais si tu utilises une librairie, bah déjà c'est un peu triché, et puis est-ce que c'est si intéressant que ça?
Et il m'a dit oui parce que déjà d'une part jQuery UI c'est utilisé sur près de 13% des sites web dans le monde aujourd'hui en termes de trafic, ce qui est assez énorme. Et ensuite parce qu'on a réussi avec ce pattern à 5 caractères à se débarrasser des parenthèses. Et ça c'est super intéressant parce que les parenthèses c'était également je pense utilisé par des filtres XSS basés sur une liste de caractères du coup sur le scan de codebase. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, il a publié ces résultats ici, avec un compilateur également qui fonctionne très bien, hein. Ce qui est intéressant, c'est que lui s'est basé sur une faille qu'il avait trouvée dans le widget DateWeaker, le sélecteur de date de jQuery UI. Quand tu m'en as parlé, j'en ai cherché d'autres des failles et j'en ai trouvé une autre également euh, qui était du coup dans les propriétés Child Constructors des widgets, donc qui est un petit peu plus compliqué à chercher, mais qui également est un petit peu plus vaste parce qu'on n'a pas besoin de sélectionner particulièrement le widget DatePicker pour pouvoir faire le vecteur d'attaque. Donc ces deux vecteurs d'attaque là, ils nous offrent en fait, ils nous exposent d'une part un HTML element et d'autre part le window, le scope window. Et ces deux éléments là, ça nous permet de débloquer et du coup de réaliser notre compilateur et de pouvoir compiler en 5 caractères uniquement. Donc là encore, je vous passe les détails, mais tout est dans la présentation sur Xcars.js. Donc voilà, on a maintenant deux compilateurs, hein, celui-ci de Martin et un autre que j'ai réalisé qui est ici, le voici. Vous voyez, maintenant on a plein de dollars à la place des parenthèses et qui fonctionne du coup très très bien avec la dernière version de jQuery UI qui est très largement utilisée sur les sites web. Donc on n'a pas encore eu de réaction par rapport à cette annonce, hein, mais c'est possible que les filtres XSS, certains filtres XSS en tout cas, soient amenés à être mis à jour assez rapidement. Bon, forcément, vous doutez qu'ils ne font pas forcément la pub quand on arrive à casser leur filtre, hein. Ils vont pas dire sur Twitter bien joué, vous nous avez bien cassé la gueule. Ça marche pas trop comme ça. Voilà. Donc voilà. Maintenant, quelles sont les méthodes pour contrôler un petit peu ces risques? Donc vous l'avez peut-être vu quand Microsoft a abandonné son filtre XSS dans Edge, et c'est également ce qu'a préconisé l'équipe AngularJS. Il recommande plutôt à la place d'utiliser Content Security Policy. Content Security Policy qui est une partie de l'aspect HTTP, un header HTTP notamment, qui permet de contrôler un petit peu les origines du code JavaScript qui est exécuté. Et ça c'est super intéressant, notamment depuis sa version 3. Ça nous permet en gros d'empêcher les évaluations un peu dangereuses de code JavaScript en inline, ce qu'on appelle en inline, c'est-à-dire qu'il se balade dans le document HTML. Donc ça peut être assez intéressant. Je pense que c'est votre meilleure option aujourd'hui pour mitiger, on va dire, le risque de faille XSS. Ce que vous pouvez faire également, bien sûr, c'est également avoir une feuille avec la liste de tous les vecteurs d'attaque XSS sur le bureau de chacun de vos développeurs et vous leur demandez de l'apprendre par cœur. Je ne sais pas si ça sera utile, mais en tout cas, ça va peut-être les sensibiliser au danger. Donc voilà, c'est très bien Content Security Policy. Le seul reproche qu'on peut faire un peu à ça, c'est que ça contrôle les origines, mais ça contrôle pas forcément les effets d'un script. C'est-à-dire que vous allez avoir des scripts globalement très dangereux avec qui font beaucoup de dégâts, euh, qui, qui arrivent à passer au travers parce qu'ils ont choisi la bonne origine. Donc voilà, c'est plus un contrôle d'origine qu'un contrôle d'effet, ce que j'essaie de représenter par cette petite animation bien sympa. Quels sont les regrets qu'on peut avoir par rapport à ça? Alors déjà, je pense que tous ceux qui se sont fiés à un filtre XSS en disant c'est bon, c'est inviolable, je suis protégé, bah, ils doivent être un petit peu embêtés aujourd'hui. Il y a d'autres cas où on peut avoir facilement des failles XSS dans son application, notamment quand on se sert beaucoup des server-side templates, c'est-à-dire des langages avec des templates qui sont générés côté serveur, type PHP, JSP, ASP. Toutes ces technologies-là, disons qu'elles confusent un petit peu le développeur parce qu'il multiplie les langages au sein d'un seul fichier et ça peut être un risque prononcé pour faire des failles de type injection de toutes sortes. On l'a beaucoup vu avec les injections SQL et PHP, mais la même chose est possible avec JavaScript. Du coup, il faut faire assez attention à ces technos-là et je vous recommande plutôt de les éviter et de passer par plutôt du contenu purement généré côté client. Euh,
Les autres cas aussi, c'est quand on veut par exemple modifier le propriété inner HTML d'un élément pour venir modifier son HTML. Ça, c'est un cas très courant. On injecte comme ça, en tout cas, on laisse la possibilité d'injecter du code malveillant. Et des fois, on peut se poser la question, est-ce que c'était la seule manière? Est-ce que j'aurais pas pu me débrouiller autrement? Ou encore le fait d'être resté sur un framework à la sécurité un petit peu balbutiante, comme AngularJS premier du nom. Alors, à supposer que maintenant vous mettez en place vos Content Security Policy 3, vous avez fait gaffe qu'il n'y a aucune faille XSS qui peut passer à travers votre application, mais c'est pas tout à fait vrai. On peut encore venir injecter du code malveillant. C'est simple, il suffit de faire en sorte que le développeur lui-même insère ce code malveillant dans son application. Alors ça peut paraître surprenant, mais finalement c'est pas une si bête idée. Parce que les développeurs JavaScript, ils ont deux particularités. Déjà JavaScript, ça me fait un peu mal de le dire, mais c'est vrai, c'est une communauté qui est un peu connue pour son amateurisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développeurs JavaScript qui sont soit des amateurs, qui font leur petit site le week-end, soit c'est des professionnels, mais qui ont été amenés à JavaScript alors que c'est pas leur langage de prédilection. Parce qu'on est obligé de faire du JavaScript aujourd'hui, comme je vous disais, si on fait du web, on n'a pas trop le choix à un moment, il faut y passer. Et comme c'est pas leur langage de prédilection, ils n'ont pas forcément une grande expertise sur ce langage et ils peuvent commettre des erreurs. Le deuxième aspect aussi sur lequel les développeurs JavaScript peuvent être dangereux, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le code JavaScript d'un site, bah, la plupart de ce code-là n'a pas été écrit par les développeurs directement. C'est soit des dépendances externes, soit du code qu'ils peuvent avoir copié-collé à gauche ou à droite. Donc voilà, ces deux aspects-là font que finalement c'est assez simple de faire en sorte que le développeur lui-même insère son code malveillant. Alors maintenant je suis obligé de parler de NPM. Donc Node Package Manager, c'est ce qui est aujourd'hui, je pense, le plus gros trou de lapin, c'est-à-dire que un peu un trou noir de milliards de dépendances JavaScript. Et bon, je vais vous passer tous les mèmes qu'on a fait à ce sujet, hein, mais disons que NPM et Node sont reconnus du coup pour accumuler un trop grand nombre de dépendances qui peuvent atteindre un poids assez considérable. Et à force, on ne sait plus ce qu'il y a dedans, c'est un fouillis sans nom. Il y a quelques petites anecdotes que je veux donner sur NPM, quelques incidents, on va dire, les plus connus. En mars 2016, par exemple, il y a eu la controverse LeftPad. LeftPad, c'est un petit module de une dizaine de lignes, hein, que vous voyez devant vous, qui servait simplement à ajouter des espaces, entre autres, à la gauche d'une série de strings. Donc voilà, ça a l'air un peu tout bête, mais beaucoup de gens l'ont utilisé parce qu'ils avaient simplement la flemme, je pense, de coder cette fonction eux-mêmes. Euh, et en fait, ça a été tellement utilisé par des dépendances qui étaient des dépendances d'autres projets, qui étaient eux-mêmes des dépendances d'autres projets, qu'on s'est retrouvé avec un tas de projets qui dépendaient de ce petit module-là. Sauf que l'auteur de ce module a eu un petit conflit avec Node. Je crois que c'est parce que on lui a récupéré un nom de package qui était à lui sous la demande d'une entreprise qui avait le même nom. Et il a poussé un petit coup de gueule, il a dit puisque c'est comme ça, bah moi je dépublie, je retire tous mes modules, tous mes packages que j'ai produits de NPM. Ce qui est son droit, hein, il a le droit de retirer ce qu'il a publié initialement. Sauf que ben, ça a causé un sacré bordel. Ça a été venir casser des tas et des tas de projets très connus. Et du coup, l'NPM a été obligé de réagir en dépubliant, ce qui est une première dans son histoire, plutôt en republiant le module qui avait été dépublié. Donc unpublish. Contre les souhaits de l'auteur. Donc ça c'est quand même assez important parce que logiquement il pourrait se taper un procès. Mais les dégâts étaient tels qu'ils n'avaient pas trop d'autre choix. Donc quand on voit les dégâts que ça a causé par rapport à la bête taille de code et le code que ça représente, il y a de quoi se poser des questions. Un autre incident, c'était un petit peu plus récent, c'était en novembre 2018. C'est assez rigolo parce que c'est un attaquant qui s'est dit tiens, comment je pourrais faire pour injecter du code malveillant un peu n'importe où. Bah, j'ai essayé de faire copain-copain avec le mainteneur d'un gros package NPM très utilisé. Donc le mec il est allé chercher un package qui était à la fois très populaire et pas très bien maintenu. Et il a proposé, après avoir fait quelques pull requests, hein, montrer sa bonne volonté, il a proposé à l'auteur de dire bah, tiens, moi je veux bien reprendre ce projet, si tu veux, il n'y a pas de souci, t'as vu, je suis sympa, je t'ai fait des pull requests, machin.
Et le gars a accepté, c'est-à-dire qu'on lui a donné les droits de publication sur ce package-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a attendu quelques jours, puis il a publié une nouvelle version qui contenait une dépendance qui, bien sûr, contenait du code malicieux. Donc il aurait pu faire énormément de dégâts parce que cette dépendance était vraiment utilisée beaucoup, un peu comme un left-pad. Mais heureusement, même s'il avait mis un peu sa main partout, le code malicieux qu'il utilisait était assez ciblé. Il cherchait en fait à voler du bitcoin sur un type de portefeuille bien précis en fouillant des fichiers sur le disque dur de certains postes. Donc c'était, on va dire, relativement gentil comme attaque. Mais il aurait pu faire beaucoup de dégâts avec les clés qu'on lui avait données. Donc voilà, un exemple pour vous dire que via NPM et via du coup la taille que représente NPM, on peut très facilement venir injecter du code malveillant. Les méthodes de risk management qu'ont mis en place notamment NPM et les développeurs qui utilisent NPM derrière. D'une part, on a NPM qui a mis en place des audits de sécurité sur tous ces dépendances. C'est-à-dire que chaque fois que vous installez des applications, des modules pardon, NPM, il y a un scan qui est fait sur l'intégralité des dépendances et qui vous remonte certaines failles de sécurité qui peuvent se trouver dans ces packages. Donc ça déjà c'est un peu rassurant on va dire. Pour aller plus loin, chez SDCO, il y a Nordin Kadri du coup qui a travaillé sur une solution qui est Dependency Track et qui la propose aujourd'hui à tous à l'essai. Dependency Track, c'est une solution de tracking du coup de surveillance de tous les dépendances, pas seulement NPM, hein, ça prend en charge également Maven par exemple et Gradle. Cette solution du coup, elle est, on va dire, une version un peu améliorée, un peu tour de contrôle de toutes les dépendances d'un projet. Et elle vous permet du coup de surveiller, voir s'il n'y a pas de faille et si on a, comment y remédier le plus rapidement possible. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à contacter Nourdine qui pourra vous renseigner beaucoup mieux que moi. Mais derrière toutes ces solutions-là, il y a quand même eu des critiques à l'égard de NPM et de la plateforme. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément un problème d'outillage ni un problème de confiance qu'il peut y avoir par rapport aux modules qui sont sur cette plateforme. Et c'est même pas la faute de la plateforme elle-même, parce que finalement, on a des problèmes similaires sur d'autres systèmes de package management, sur du Maven, des choses comme ça. Mais la particularité, je pense, avec NPM et avec JavaScript en général, c'est l'ampleur en fait que ça représente, c'est l'échelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour faire un bête projet JavaScript pour démarrer avec un framework moderne, on peut amener à télécharger des dizaines de milliers de packages. C'est ça le problème finalement, c'est qu'on s'est tellement enrichi d'outillage sans cesse que on a atteint en fait une taille vraiment critique. Pour vous donner un exemple, il y a 10 ans, du coup en 2010, la page, le code moyen la taille moyenne du code JavaScript sur une page web, c'était de 35 kilooctets. Et aujourd'hui, maintenant, on est au un facteur 10 par rapport à il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 10 la taille du code. Et la plupart de ce code-là, c'est du code externe, c'est pas du code qui a été écrit par les développeurs. Donc ça prouve bien que l'échelle a changé. Et également, on peut simplement dire que comme c'est le langage le plus utilisé dans le monde, JavaScript, c'est également celui qui représente une surface d'attaque la plus large et donc la plus tentante. Donc, pour la phase de regret, tout ce qu'on peut dire simplement, c'est on a trop de dépendances NPM, il faut chercher à les réduire, en avoir de moins en moins. Ça, c'est un travail que vous pouvez faire, hein, vous voyez ça comme une diète. Vous regardez vos projets, vous regardez l'ensemble des dépendances que vous avez sur ce projet, et vous pouvez vous demander est-ce que j'ai réellement besoin de celle-ci, de celle-là. Est-ce que je peux pas en trouver une qui est un peu plus légère ou qui a moins de dépendances. C'est ce que je vous invite à faire et vous verrez qu'on peut y gagner sur le long terme. Alors, pareil, une réflexion qu'on peut se dire par rapport à ça, c'est ok, NPM c'est pas sûr. Moi j'ai blindé mon application, il n'y a pas de file XSS. Maintenant j'ai encore ce problème de dépendance NPM, donc je vais essayer de internaliser, c'est-à-dire prendre des dépendances et maintenant c'est chez moi, c'est moi qui les contrôle, c'est moi qui mets mon nez dedans pour repérer si tout va bien et je laisse plus les gens à l'extérieur faire des mises à jour parce qu'on a pu voir que ça causait des accidents. Alors ce raisonnement-là, il n'est pas bon du tout, au contraire il peut peut-être même être encore pire en termes de sécurité.
parce que des failles et ou des bugs qui sont corrigés, il y en a tout le temps et vous êtes bien content d'avoir tous les pères dieux d'internet et de l'open source pour vous aider à corriger ces failles-là, plutôt que de compter que sur les vôtres ou ceux de votre équipe. Et internaliser du code, bah finalement ça revient d'une manière ou d'une autre à faire un gros copier-coller. Alors c'est pas forcément un copier-coller CTRL-C CTRL-V, mais ça peut être un fork d'une librairie, ou alors aller fouiller certaines parties d'une lib et copier des fichiers. Ça peut être ce genre de choses. Le problème des copier-coller, vous allez le voir très vite. D'une part, si vous décidez d'internaliser du code et que vous dites au développeur, maintenant c'est vous qui écrivez tout votre code, vous n'allez plus chercher du code externe, bah ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on sait très bien que si jamais on se met à bloquer par exemple Stack Overflow sur un proxy d'une compagnie IT, les gens vont devenir cinglés. La productivité va donc être divisée par 10. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est toujours pour dire que peu importe le niveau d'expérience du développeur JavaScript, qu'il soit débutant ou plus avancé, on utilise énormément de code externe, on repose énormément sur du code externe. Donc les copier-coller, il va y en avoir, ça c'est sûr. Je vais vous montrer un exemple que j'ai monté toute pièce, hein, qui n'existe pas pour de vrai. Euh, Quelqu'un qui demande sur Stack Overflow comment faire un Hello World en JavaScript. Quelqu'un lui répond avec cette solution que vous voyez devant vous. Donc c'est une bête fonction Hello hein, qui reçoit un paramètre who, et qui retourne la string Hello avec derrière le nom de la personne qu'on doit saluer. Bon, alors si vous voyez le code juste ici, bon, vous voyez qu'il y a des petits commentaires là, des instructions, ok, ça prend un string en argument, ça retourne une string, ok, très bien, et il y a une histoire de bug avec un caractère encoding, etc. Bon, je sais pas trop ce que c'est, on verra après si j'ai le bug. Donc là, comme ça peut vous paraître complètement anodin. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on exécute ce code, et ni plus ni moins que ce code hein, que vous voyez devant vous, ben en réalité, ça va pas dire hello. Non, non, non. Ça va plutôt injecter du code malicieux. Et le pire, c'est que ça peut injecter n'importe quel code malicieux. C'est-à-dire qu'on peut injecter le code d'une origine quelconque, voire même du code qui est directement caché, vous ne le voyez pas mais il est là, caché dans le bout de code que vous avez copié-collé. Si vous voulez la preuve, l'exécution de ce gist, on a ce petit message, owned by hackers, donc c'est moi qui me suis amusé à faire ça. Sauf qu'il n'y a que ce code là que vous avez exécuté, et il n'y a ni plus ni moins que ce code. Alors, ça fait peur, je sais, mais ne vous inquiétez pas, la peur ce n'est rien d'autre qu'un manque de connaissances, et on va pouvoir remédier à ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Alors, petit aparté technique pour vous expliquer, est-ce que vous saviez déjà que Unicode, du coup le standard pour l'encodage de caractères, eh bien Unicode avait des caractères invisibles. Et quand je dis invisible, ça ne veut pas dire juste le caractère espace par exemple, c'est invisible dans le sens où ils ont une largeur 0. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre entre deux lettres et il sera totalement invisible, comme si les lettres étaient consécutives, alors qu'en réalité il y a un caractère entre deux. Donc ça c'est possible grâce à des caractères, une plage de caractères qui n'est pas très connue qui s'appelle les Variation Selectors. Les Variation Selectors, ils correspondent aux blocs qui commencent par FE en hexadécimal, que vous voyez tout en bas ici de ce tableau. Donc il n'y en a que 16 des caractères dans cette plage-là. Elle est toute petite. Et l'idée de ce caractère-là, qui n'a pas de représentation du coup visuelle, c'est que quand on le met derrière un certain autre caractère, il permet de fournir une variante de ce glyphe. Par exemple, on peut l'utiliser pour transformer en emoji des symboles qui étaient assez plats de base. Voilà, on peut l'utiliser pour avoir un parasol rose par exemple et d'un bête parasol tout noir. Donc c'est quand même assez pratique parce que ces variation selectors, si jamais on met pas de caractère devant, si on met juste le caractère variation selector, bah, du coup il n'a aucun sens, il n'a aucun but ce caractère. Et du coup il est complètement invisible. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas visuellement et on ne peut pas vraiment le repérer, en tout cas à l'œil nu. Alors 16 caractères c'est bien, mais on aimerait en avoir plus des caractères invisibles pour cacher plus d'informations. Et ça nous a été offert par UTF-16. Donc UTF-16, c'est une extension du coup de Unicode
pour amener à plus de 1 million de caractères différents, parce que visiblement ceux fournis par UTF-8 ne les suffisaient pas, hein. Il y avait déjà tous les caractères coréens, japonais et chinois qui avaient tout pris, et du coup il fallait encore plus de place. Du coup on a trouvé une technique, on s'est servi de surrogates. Les surrogates, c'est des plages de caractères qui vont du coup de D8 à DF dans le tableau ci-dessous. Il y a une plage de 4 4 cases, on va dire, qui va servir à encoder les high surrogates, et les 4 derrière, ça va être les low surrogates. Ces plages-là, elles permettent de faire des combinaisons. C'est-à-dire qu'un caractère UTF-16, il va être composé en fait de deux caractères UTF-8, un high surrogate d'abord, puis un low surrogate. Donc pour obtenir la valeur finale du code point d'un caractère UTF-16, vous avez la formule ci-dessous. Si je prends un exemple par exemple avec le high surrogate de code DB40 et le low surrogate de code DD61, en faisant le calcul, on obtient du coup un code E0161 qui du coup est sur une plage beaucoup plus grande. Ce qui est intéressant avec les nouvelles possibilités qui ont été offertes par les surrogates et par UTF-16, c'est qu'il y a tellement de place que les gens qui sont derrière le standard Unicode ne savent même plus trop quoi en faire. Ils ont décidé de faire par exemple un supplément aux variation selectors au cas où 16 ne suffirait pas. Ils se sont dit maintenant on va en faire 240. Donc allez, soyons fous, maintenant on a 240 variation selectors qui sont pareils, totalement invisibles, et qu'on peut s'amuser à utiliser tel quel. Ce qui est encore mieux, c'est que comme ils sont pas encore utilisés, ces 240 variation selectors, même quand ils sont précédés par d'autres caractères, comme il n'y a pas été spécifié comment ils devaient se comporter comme variation selectors pour ces caractères, bah, ils ne font simplement rien. C'est-à-dire qu'on peut les mettre au milieu de n'importe quel caractère et ils sont toujours invisibles. Vous voyez, vous imaginez les dégâts que ça peut causer. Donc si on en revient à notre petit exemple Stack Overflow, qu'est-ce qui ne va pas avec ce code? Bah, si on commençait déjà par ajouter de la coloration syntaxique, ce qu'on n'a pas toujours sur Stack Overflow malheureusement. On observe ça. Là forcément ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est cette ligne que vous pensez être un commentaire. Bah, bizarrement elle n'est pas surlignée comme un commentaire. Ça a l'air d'être du code qui s'exécute. Ça c'est un petit peu inquiétant. Bon, on va vous expliquer maintenant tout le Evil Master Plan, tout le plan du méchant. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à exécuter le code malveillant avec ce petit bout de code? Déjà, il a commencé par faire une fausse indication de commentaire. Vous avez appris que quand il y a deux slash en début d'une ligne, c'est une ligne de commentaire et ce qui est derrière n'est pas exécuté, comme du code. Oui, sauf que là il y a un petit piège, c'est qu'on a été glissé entre ces deux slash un des fameux caractères Unicode invisibles. Et à ce moment-là, comme il y a un caractère entre deux slash, ce n'est plus une ligne de commentaire. Non, non, c'est une expression littérale pour une expression régulière. Vous pouvez voir ici, hein, j'ai regardé la source de cette expression régulière et j'ai retrouvé mon UDB40, UDD61 que je vous avais parlé juste avant pour les caractères invisibles. Donc voilà ce que ça donne. On transforme discrètement ce qui semble être un commentaire en une expression régulière. Alors très bien, maintenant on a une expression régulière, mais derrière nous ce qu'on veut c'est exécuter du code. Donc on doit se débarrasser un petit peu de cette expression régulière, parce qu'on ne peut pas laisser cette expression telle qu'elle comme ça, sinon ça va causer une exception si on essaie de mettre du code derrière. Donc moi j'ai simplement mis un point virgule hein, pour terminer une instruction et pouvoir exécuter d'autres choses derrière. Il y avait d'autres possibilités, hein. On pouvait par exemple essayer de mettre des opérateurs comme un plus, un moins, un multiplier, etc. Et derrière mettre du code. Donc c'est une opération mathématique, elle n'a pas le moindre sens pour une expression régulière, mais c'est du JavaScript, il n'y a pas de souci, il va juste dire maintenant je sais pas quoi faire avec, et ça va afficher un nan ou quelque chose comme ça. Ce qui est problématique, c'est que parmi ces choix d'opérateurs, on peut même en trouver qui arrivent à confondre encore plus la coloration syntaxique. Par exemple, si je fais cette fois l'opérateur diviser, c'est-à-dire que je prends une expression régulière avec deux slash et des caractères intérieurs, et j'essaie d'appliquer l'opérateur division derrière, et ben c'est possible en JavaScript, sauf que vous avez cette fois deux slash qui se suivent sans caractère invisible à l'intérieur, donc là même le moteur de coloration syntaxique est complètement confondu et va afficher ça comme un commentaire, alors qu'en réalité il n'en est point, et ça va être du code qui va être exécuté.
Ce que vous voyez derrière là, c'est le mot-clé instead avec deux points. Alors quand vous le lisez comme ça, vous dites simplement c'est la suite de la ligne de commentaire que j'avais commencé ici, hein, you should use this instead. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien un commentaire, c'est pas exécuté. Sauf que non. Déjà on a vu que jusqu'ici c'était une expression JavaScript qui était exécutée. Et ce petit instead de points, c'est une fonctionnalité qui est très peu connue en JavaScript mais qui existe bel et bien, qui s'appelle les labels. Les labels, ça donne la possibilité du coup de mettre des mots-clés comme ça avec deux points derrière, et le bloc de code derrière peut être exécuté. Et ensuite, on peut faire des trucs un peu similaires au goto en basique, c'est-à-dire on peut venir casser l'exécution du code à un point et revenir au début du label, avec des continues ou des breaks par exemple. Donc ici, ce label instead, il sert à rien, il sert juste à vous confondre encore plus, à vous faire croire que c'est un commentaire, alors que ce n'en est pas un. Derrière ce instead, vous avez un return égal. Bon, alors là, vous vous dites, imaginons que c'était pas un commentaire et que c'était exécuté. D'accord, très bien, mais ça, return égal, je sais que ça n'existe pas en JavaScript. Parce que return, c'est un mot-clé réservé, comme tous les autres mots-clés du langage, hein, les functions, if, for, etc. Et on ne peut pas le réassigner à quelque chose d'autre, ça c'est interdit. C'est ce que vous dites. Sauf que c'est pas le vrai return, malheureusement non. C'est un return avec le E cyrillique. Le E cyrillique, merci Unicode encore une fois, c'est le même que le E latin que vous connaissez tous. Visuellement, il est identique, mais il a été mis dans l'alphabet cyrillique qui est sur une plage de caractères différente de Unicode. Et donc, il ne correspond pas au même code point Unicode. Et comme c'est pas le même code point, c'est pas le même identifiant pour une variable, même s'ils sont exactement pareils visuellement. Donc, le return que vous voyez à votre gauche n'est pas le return que vous voyez à votre droite. On peut le voir avec la fonction escape qui sert à du coup à indiquer les valeurs Unicode. Vous voyez que c'est le code Unicode 0435. Donc ce n'est pas un mot réservé, ce return-ci peut être assigné comme variable globale à quelque chose. Et ici du coup on va lui assigner ce bloc de fonction-ci. Alors ce qu'on va observer c'est que ce même faux return il est également utilisé dans le code de la fonction hello. Et il est utilisé avec pareil une autre fonction peu connue de JavaScript qui sont les tags template literal. Les tags template literal, c'est une nouvelle manière d'invoquer une fonction qui est apparue avec les template strings en ES6. Les template strings, ce sont les strings qui sont entourés de ces guillemets-là, qui sont les guillemets backtick. Donc sur le clavier français, c'est LGR7. C'est pas les guillemets simples ni les guillemets doubles, c'est de nouveaux guillemets qui permettent de faire de nouvelles choses, hein, entre autres de l'interpolation de variables. Mais surtout, il y a une fonctionnalité qui est assez peu connue, c'est que si on met devant un mot-clé qui correspond à une fonction, ça va exécuter cette fonction avec les fragments qui sont contenus dans la string qui suit. Vous avez un exemple ici d'application de cette fonctionnalité. Donc c'est peu connu, c'est peu utilisé, et du coup il y a de grandes chances que ça vienne confondre des débutants. Surtout quand c'est un faux return, parce que là on n'a aucun moyen de savoir à l'œil nu si cette fonction return une nouvelle string, ou si elle exécute une fonction qui a comme identifiant un return avec un E cyrillique. Il n'y a aucun moyen de faire la différence visuellement. En l'occurrence ici, elle va exécuter la fonction qu'on a assignée juste ici dans le commentaire, dans le faux commentaire. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction maintenant? Alors là, vous devez repérer un truc, si vous avez bien été attentif jusqu'ici, c'est qu'il y a le constructeur function qu'on invoque immédiatement après. Donc ça, c'est un pattern d'évaluation dynamique de code. Ça vous ramène au premier slide. Ce qui nous permet du coup d'exécuter du code JavaScript, le code étant sous forme de string initialement. Très bien. Mais quel code on va chercher à évaluer ici? Parce que là, je vois rien de spécial, hein. On prend juste le paramètre who, on fait un replace avec du Unicode, très bien, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, le détail il se cache ici, c'est que le hello que vous avez ici, il est bourré de caractères Unicode invisibles. Encore cela, ouais, tout à fait. Donc avant le hello, ici que vous voyez, on a mis toute une série de caractères Unicode invisibles. Qu'est-ce qui se passe quand ça passe à travers cette fonction, une escape avec un replace? En fait, ce replace aussi, il va simplement dire, dans la liste des caractères Unicode que vous voyez juste au-dessus, dès que vous avez un caractère U suivi par 8 caractères, bah vous supprimez les 8 caractères qui suivent. Et ça va transformer des chaînes UTF-16, donc avec le high surrogate et le low surrogate, en simplement deux caractères qui correspondent du coup à une plage beaucoup plus réduite de Unicode, qui est finalement la même que les caractères ASCII. Donc ici le DB40 DD61 que vous avez vu plus tôt,
Bah, si on vire les 8 premiers caractères, il ne reste plus que le 61 qui correspond du coup à la lettre A. Et ainsi, on recompose un code malveillant via ce panel de caractères invisibles. On peut reproduire n'importe quel code JavaScript, du moins dans la plage de caractères qui nous est permise, mais qui laisse déjà la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc là, par exemple, on retrouve le message d'alerte que vous avez vu dans la démonstration. Voilà comment on arrive du coup à injecter avec du code qui a l'air tout à fait innocent du code malveillant et qui du coup visuellement était invisible. Alors le danger par rapport à ça, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, c'est une attaque qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire que le développeur lui-même va être amené potentiellement à copier-coller un code qui contient ce code malveillant. Et comme ça passe par le développeur, bah, tout ce qui est content security policy, etc., bah, vous pouvez vous asseoir dessus en fait, parce que ça sera du coup exécuté d'une source qui vous paraît fiable. Le truc aussi, c'est qu'on peut très facilement exploiter des cibles qui sont à la fois très larges et très du coup faciles à manipuler. Typiquement, ici j'ai choisi l'exemple d'une question de newbie sur Stack Overflow. Et si vous connaissez la pyramide de l'expertise, vous savez que malheureusement, la base de la pyramide qui est la plus large et la plus nombreuse représente les débutants et les moins expérimentés, donc les plus susceptibles de se faire avoir avec ce genre d'attaque. Derrière, maintenant qu'on connaît un petit peu notre cible et on sait qu'on arrivait à identifier plus ou moins quelle personne, quel développeur, quel genre de développeur on allait du coup arnaquer, on peut exploiter ces faiblesses. Et notamment ici, dans l'exemple que je vous ai composé toute pièce, j'ai utilisé le fait que il y avait finalement assez peu de connaissances en JavaScript, où il ne devait pas savoir ce que c'était un label, peut-être qu'il ne devait pas savoir ce que c'était une tag template literal, et aussi peut-être qu'il n'y a pas un bon outillage, peut-être qu'il n'utilise même pas de syntax enlighter, qui permet du coup d'échapper au problème qu'on a vu plus tôt pour repérer qu'il y a un souci. Et peut-être qu'il n'utilise pas non plus de linter qui reformaterait le code ou qui mettrait une alerte. Et encore une chose qui est dangereuse avec cette attaque-ci, c'est que le malicious payload, donc la charge de code malicieuse, ici le alert en question, il n'est pas au même endroit dans le code que le point d'exécution, que le point vraiment où on va invoquer ce code-là. Donc ça peut être dangereux, notamment pour faire des attaques dormantes. C'est-à-dire si on prend l'exemple d'un mec par exemple qui veut s'infiltrer et veut injecter du code malveillant, il peut tout à fait faire ça en deux temps. Il peut d'abord essayer de faire copier ou faire injecter dans une dépendance quelconque, comme l'histoire de EventStream, faire injecter d'abord son code malveillant mais qui est inactif, et ensuite dans une seconde insertion, un second commit, ce que vous voulez, faire quelque chose de beaucoup plus anodin mais juste qui va déclencher ce code malveillant qui était présent initialement. Donc ça, c'est assez dangereux et ça peut être plus difficile à identifier comme type d'attaque. Et enfin, ce que je vous ai montré là, c'est bête, mais c'est juste un Hello World. J'ai pris l'exemple le plus bateau que je pouvais trouver. J'ai fait quelques bidouilles pour essayer de cacher un petit peu l'injection de code, mais ça m'a juste pris quelques heures. Et en réalité, les vraies attaques qui vont être faites à partir de ça, bah, elles sont beaucoup plus complexes, elles sont beaucoup plus intriquées et beaucoup plus vicieuses aussi. Évidemment, ça c'est une méthode avec via Stack Overflow, donc une méthode un petit peu à l'aveugle, mais on peut très bien imaginer que ça soit combiné avec tout ce qu'on entend par social hacking, donc vraiment tout ce qui est surveillance particulière, essayer de manipuler un peu la personne, de la tromper. Quand on cible une attaque, quand on attaque une cible plus précise, euh, c'est très facile de combiner ce genre de procédure, d'essayer par exemple de fournir du support à une personne bien précise qu'on sait qu'elle est sur un projet un petit peu sensible. J'ai une anecdote là, qui me vient en tête. C'était la semaine dernière, je crois. Je suis modérateur sur le site de développer.com et il y a un modérateur qui m'a signalé que euh, quelqu'un avait voulu de l'aide pour son projet PHP et avait fourni un lien vers le panel d'admin de son site avec les identifiants euh, pour lui montrer un bug et essayer à ce qu'une personne du coup lui vienne en aide et l'aide à corriger. Le problème c'est que ces identifiants qui permettent d'accéder au panel admin donnaient également accès à l'ensemble de la base de données, avec notamment des noms de personnes, des adresses, des numéros de téléphone, d'une part, donnés à un inconnu, et ensuite que ce site en question c'était celui de la Fédération française de naturisme.
Voilà, c'était ma petite anecdote. Donc, toujours est-il que c'est très facile de manipuler les gens, qu'ils soient développeurs, expérimentés ou pas. Et si vous vous dites que vous, ça vous arrivera jamais parce que vous êtes bien trop intelligent, dites-vous que ça peut arriver sur n'importe laquelle de vos milliers de dépendances de votre projet. Comment on se prémunit de ce genre de choses? Alors c'est pas évident, c'est très compliqué, hein. On peut imaginer qu'on fasse des code reviews très régulières, qu'on fasse des audits de dépendance avec des outils comme Dependency Track. On peut s'assurer qu'on utilise toujours un bon outillage, un bon IDE, des linters qui tournent sur votre code, qui scannent votre code pour s'assurer qu'il n'y a pas de trucs bizarres. On peut mettre en place des formations dédiées, hein. Ce talk ici, par exemple, est un bon exemple, hein. J'espère vous avoir sensibilisé au sujet. Euh, mais ça suffit pas vraiment. Il y a d'autres solutions qui sont encore moins bonnes, que vous pouvez toujours imaginer. Par exemple, on a vu qu'Unicode il posait beaucoup de problèmes. Vous pouvez vous dire bah, simplement bah, je n'utilise plus Unicode, sauf que c'est très compliqué. C'est tellement généralisé aujourd'hui, je crois que UTF-8 c'est plus de 90% dans le codage des pages web. C'est tellement compliqué, ne serait-ce que faire un site en français avec tous les caractères accentués. Sans Unicode, c'est très compliqué de s'en passer. Vous pouvez aussi croire que vous pouvez vous reposer sur les fonctionnalités de sécurité incluses dans un framework. On a vu que ça ne fonctionnait pas. Ou encore utiliser un filtre anti-XSS. Ça ne fonctionne pas non plus. C'est encore pire parce que ces solutions-là, du coup, on vous apporte cette illusion de sécurité alors que vous ne l'avez pas, cette sécurité. Finalement, le plus gros regret qu'on peut avoir, et c'est là où je veux en venir comme conclusion, c'est que quand vous faites du JavaScript, il faut apprendre le langage, il faut le connaître dans ses moindres recoins, dans ses moindres recoins, aussi obscurs soient-ils. Euh, et surtout, il faut arrêter cette vilaine habitude de copier-coller du code, en particulier du code qui vient de l'extérieur, dont vous ne pouvez pas assurer la source, dont vous n'avez pas forcément confiance totale. Si vous voyez du code, si vous voulez chercher du code pour vous inspirer, c'est très bien, mais recopiez-le à la main. Vous apprendrez par vous-même d'autant plus facilement, et ça vous évitera quelques surprises. Voilà, c'était ma conclusion sur tous les vecteurs d'attaque possibles en JavaScript. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions plus en détail sur ce talk. Merci, bye.